Formulabula. 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 Je veux être calife à la place du calife. 1000 milliards de mille sabords. Tu dirais même plus? Pressez ce bouton et criez dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formulabula, bande dessinée et plus si affinité. Bonjour, merci d'être là pour cette table qui est malgré tout ovale, en face de deux artistes qui sont venus finalement relativement récemment à la bande dessinée, mais on va en parler de ça. Nous sommes avec Agnès Eustache, bonjour. Vous signez E1027, vous l'avez signé, c'est sorti au printemps chez Lézard Noir. Et à côté de vous, il y a Łukasz Wojciechowski, bonjour. Et vous avez publié Doom Doom, qui est paru en France chez Ça et Là, au printemps également, pour le dire rapidement, et on aura la possibilité de creuser encore ces histoires-là, mais pour le dire, Doom Doom nous plonge dans le Berlin du début des années 30, si je ne me trompe pas, où l'on suit Stan, un Polonais encore marqué, profondément marqué par la guerre, la Première Guerre mondiale. E1027, c'est l'adaptation d'un roman, d'un livre de Célia Houdard, Tout un monde lointain, et qui met au centre de toutes les attentions une villa, qui est la villa E1027, qui se trouve à Roquebrune-Cap-Martin, une villa dont on découvre rapidement qu'elle est quasiment hantée, j'allais dire, en tout cas squattée, et elle est une sorte de personnage en soi. C'est même cette villa qui donne son titre, c'est son titre E1027. Le festival Formulabula vous a rassemblés tous les deux autour de cette table ronde parce que vous partagez quelque chose qui est l'architecture. Alors, Łukasz, vous êtes architecte. Agnès, vous avez suivi un cursus d'architecture d'intérieur. Vous avez pratiqué l'architecture d'intérieur en agence. Alors, j'ai envie de vous poser une question un peu large qui est celle du lieu, de l'espace et du lieu. C'est ce lieu qui, dans vos deux livres, crée l'action, on va dire. Au-delà d'en être le décor, ça crée l'action. Il y a la violence de la ville du Berlin des années 30, ville déshumanisée, créant l'ennui et la violence, je crois que c'est comme ça que vous le dites, Łukasz. Et puis, évidemment, l'enjeu est central du lieu de cette ville-là dans E1027. Je vais poser la question à Agnès Eustache en premier. Est-ce que, quand je dis que la villa est un personnage, est-ce que vous le pensez de la même manière? Je pense qu'effectivement, la villa est assez centrale et c'est un petit peu le fil conducteur de toute l'histoire, puisque l'histoire se passe essentiellement autour de cette villa, mais il y a des allers-retours à d'autres endroits. Malgré tout, elle reste présente à chaque fois. Elle est un petit peu comme un personnage fantasmé dans l'histoire, un peu lointaine et à la fois proche et inaccessible. Hein. Effectivement, elle a son caractère, elle est très personnifiée. Peut-être dire quelques mots sur cette villa donc qui est réelle, qui est une œuvre d'art en soi, architecturale, qui a son histoire. En contrebas de cette villa, il y a le cabanon de Le Corbusier. Et cette villa, le E de E1027, c'est celui d'Hélène Gray, qui était l'architecte principale de cette villa. Mais elle a une histoire réelle. Tout à fait. Cette villa, en fait, à Hélène Gray, est l'une des premières femmes architectes du début du siècle, qui est restée dans l'ombre, hein, comme beaucoup de femmes à cette époque-là. En fait, effectivement, cette villa a été longtemps ignorée. Aujourd'hui, elle se vit vite, elle est devenue un petit peu une villa musée, mais il y a ce petit cabanon à côté de Corbusier qui fait 15 mètres carrés et que tout le monde va voir. Alors que cette villa, elle a été effectivement, comme dans mon livre, squattée, ignorée. On appelait la Villa Blanche. On ne savait même pas que c'était la villa d'Hélène Gray. Et elle a été un petit peu sauvée de tout ça par la volonté de Magda et Thomas Robitato et Robert Robitato, qui étaient juste à côté, l'Étoile de Mer, qui fait un peu une liaison entre le cabanon de Le Corbusier et c'était une guinguette, en fait. Et eux avaient confiance de ça. Le littoral, du coup, s'en est emparé. Et à partir de là, tout a été rénové, mais il y a eu un énorme programme de réhabilitation puisque la villa a été pillée, en fait. Donc, effectivement, elle a un parcours qui n'est pas évident du tout. Pour la dessiner, il faut la voir, se mettre en face, évidemment, mais pour raconter son histoire, il faut entrer dedans. Ce que vous avez pu faire, vous avez pu... Non, pas du tout, vous l'avez inventé? Alors, moi, j'ai visité la villa il y a longtemps. Après un premier programme de réhabilitation, ils l'ont ouverte un été. Je l'ai visitée, mais à cette époque-là, je n'avais pas du tout l'intention de travailler sur ce projet. Donc, j'avais en mémoire
cet endroit-là, mais sans entrer trop dans les détails. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, j'ai appris qu'il y avait un appel en candidature, c'était leur première année, sur une résidence d'artiste là-bas. Donc, j'ai candidaté. J'ai obtenu cette résidence. J'étais ravie, donc ça me permettait d'y aller. Mais en fait, il y a eu un ouragan, un éboulement de terrain, ce qui fait que je ne pouvais plus accéder à la villa qui n'était desservie que par un sentier douanier à pied. Donc là, ma résidence a été reportée. Moi, j'ai décidé de continuer à travailler sur mon projet en disant, bon, tant pis, je vais me documenter à distance. Enfin, il y a suffisamment de choses, malgré tout, qui sont écrites autour de la villa pour que je puisse travailler sans y aller. Ensuite, il y a eu le confinement. Donc, ma résidence a été reportée. Et puis ensuite, le programme de réhabilitation de la villa, le chantier a pris du retard. Donc, ça a été annulé. Et finalement, j'étais un petit peu comme Gréco parce que le personnage principal de mon histoire, c'est l'histoire d'une femme qui convoite cette villa. La villa est sous scellé judiciaire et elle la fantasme. Elle ne peut pas rentrer. Finalement, ça tombe peut-être très bien parce que je ne peux pas y aller. Donc, il y a une espèce de mise en abîme comme ça. Et j'ai travaillé pendant 2 ans et demi sur ce projet. Et le jour où j'ai terminé, mais vraiment au mois d'avril, l'année dernière, le Cap Moderne qui gère ce lieu m'a rappelé en me disant « On tient vraiment à honorer notre engagement à votre égard et on vous accueille dans la villa. » Alors, pas aussi longtemps que prévu, juste 1 mois. J'avais terminé. Évidemment, j'y suis allée, j'y ai passé 1 mois. Ça m'a permis de confronter mon travail avec la réalité des lieux. J'ai eu très peur, je me suis dit je vais tout jeter. Et puis finalement non, ça m'a permis de faire tout le panorama que l'on voit en expo là-haut et qui est imprimé sur la couverture. Et puis ça m'a permis de travailler sur d'autres projets, notamment de raconter une fiction qui part de ma résidence là-bas, mais qui va plus loin et puis qui surtout qui me permet aussi de raconter tout le développement de cette villa et tout ce qui s'y est passé, parce que il y a eu même un meurtre dans cette villa. Donc, c'est vraiment très romanesque, comme il y a de quoi raconter. Et il y avait aussi des histoires de rivalité artistique avec, vous le dites dans le livre, Le Corbusier a fait des fresques sans autorisation, sans trop prévenir, pour s'approprier en quelque sorte cet endroit, non ? Il avait l'autorisation, Le Corbusier, de faire des fresques, mais il n'a pas eu celle d'Aileen Gray qui n'était plus là, en fait. Aileen Gray a pu construire cette villa parce qu'elle était amie avec Jean Badovici, qui était un architecte roumain. Je crois qu'à l'époque, les femmes n'avaient tout simplement pas le droit de dessiner des maisons. Elle l'a fait grâce à Jean Badovici. Et ensuite, ils se sont séparés. Aileen Gray a quitté la maison. Jean Badovici a continué d'y résider. Et Le Corbusier venait en vacances ici. Et les fresques ont été proposées par Le Corbusier, mais Jean Badovici était OK pour qu'il les fasse. En revanche, c'est effectivement... Aileen Gray n'aurait jamais accepté ça parce que même si les fresques sont très belles, elles vont à l'encontre du geste architectural de Aileen Gray. Voilà, bon. Effectivement, c'est une sorte de trio dans l'histoire de cette villa, Aileen Gray, Jean Badovici et Le Corbusier. On entrera un peu plus peut-être dans le détail sur les objets et le design un peu plus tard, mais je parlais du lieu qui crée l'action, le cas de Wojciechowski. Vous, le lieu, c'est la ville. C'est Berlin. C'est le Berlin des années 30. Que vous représentez de cette manière-là, comme l'image que je montre, qui donne le parfum, mais qu'un élément du parfum de ce livre, de votre livre Doum Doum. C'est pas entre les lignes, c'est clairement dit, c'est votre histoire, l'histoire de Stan, elle est extrêmement critique à l'égard d'un Berlin qui se veut à la pointe d'une forme de modernité industrielle. Et pour vous, c'est synonyme de déshumanisation, comme je disais tout à l'heure. Yes, totally. And Eh bien, oui, tout à fait. C'est pour la déshumanisation. Et en lien avec la question précédente sur la villa qui est une personne, je dirais que ici, la cité, la ville est une personne, mais plus que ça, c'est un monstre. More a monster. Because we talked a little before, and I think what we have in common is a psychological aspect of... Et effectivement, on avait un peu discuté avant et on s'est trouvé le point commun, entre autres, les aspects psychologiques et de l'architecture et de l'urbanisation. Pour Agnès, elle a donné de très beaux détails architecturaux et pour moi, c'est au niveau plutôt de la ville. Modernity
In the comic book, the role of psychology or the psychological aspects of the city are shown in the wonderful arts of Germany. Et effectivement, en ce qui concerne ma BD, on voit les aspects psychologiques de cet art qui était magnifique. C'était l'art allemand qui datait de après la Première Guerre mondiale, où il y avait de somptueux films, tableaux, architecture. C'était une des formes les plus intéressantes d'art d'Europe, ou peut-être même du monde, je dirais. Mais tout ça, ça venait de la souffrance infligée par la ville. Of the people in the city. We have this saying in Poland that only the hungry artist is. En Pologne, on a un dicton. Les seuls artistes qui valent quelque chose, c'est les artistes affamés. Also about the older artists. Do you think you speak about Bauhaus or not? Not in this book. No, not so much, because Bauhaus was very young back then, and I wanted to show the background of why Bauhaus new ideas came to reality. I wanted to show the dirt, the poverty, the city, which is on one hand developing, but on the other hand, there are so many people suffering. Eh bien, il n'y a pas eu d'allusion au Bauhaus dans ce livre, parce que à l'époque, dans les années 30, le Bauhaus était très très jeune, mais je voulais montrer la toile de fond qui a finalement par la suite influencé le Bauhaus. La toile de fond, c'est la saleté, la pauvreté, la ville qui est en pleine croissance, mais dans laquelle il existe de la souffrance, donc un véritable dualisme. Un exemple, ça serait les voitures et la vitesse, ou le moyen de transport électrique, la S-Bahn, qui était très fascinante à Berlin. Tout ça mis en opposition par dualité avec la peur qui existe en même temps là-bas, qu'on voit dans les films, qu'on voit dans l'art, qu'on voit dans l'art dada. So not Bauhaus yet. I would like to refer also to this question, because what we can see between our books, because I like to make a connection, is I show the background and you show the solution proposed by the architects. So I show the dirt, I show the narrow streets, I show the shadows and everything, and you show super clean, transparent house that was a kind of one of the good solutions for. Alors, je voulais faire le lien entre nos deux livres. C'est une connexion. Moi, de mon côté, je montre plutôt la toile de fond avec la saleté, les zones d'ombre. Et de votre côté, vous montrerez plutôt la solution, la clarté, la luminosité, cette maison transparente. Donc, vous montrez une des bonnes solutions. Quelqu'un a dit que pour avoir le modernisme, il faudrait d'abord s'être débarrassé des maladies pulmonaires. Déjà, enlever toutes les mauvaises choses et mettre la clarté. On se rend compte en lisant vos deux livres qu'il s'agit de modernité dans les deux cas, mais une modernité d'avant la Deuxième Guerre et une modernité d'après la Deuxième Guerre, une modernité plus utopique, avec une volonté peut-être de quelque chose qui puisse se répandre en termes d'architecture. Il y a dans ce qu'a fait Hélène Gray et ce qu'ont fait Hélène Gray et Jean Badoviti avec cette villa E10-27, il y avait quelque chose d'utopique aussi, non, Agnès Eustache? Tout à fait. D'ailleurs, il y a des références à des mouvements, les premières utopies sur le Monte Verita, enfin à Ascona, en bord du lac Majeur, mais cette villa a été bâtie dans les années 30. Donc, c'est intéressant aussi de faire un parallèle entre là où ils en étaient, là, en bord de mer, et ce qui se passait ailleurs. Oui, donc on est dans le concomitant. J'ai fait une erreur. Cette question de la critique féroce que vous faites, Lucas Wojciechowski, c'est est-ce que c'est une chose qui est plus facile à faire quand on fait de la bande dessinée que quand on fait de l'architecture? Est-ce que vous trouvez une forme de liberté dans la bande dessinée et dans la manière de vous exprimer qui est peut-être plus grande, plus souple, plus évidente que quand vous êtes architecte? Oh, yes, it's much more free. Ah oui, c'est beaucoup plus facile de faire des BD parce que là, on n'a aucune responsabilité. Money is lower. Et beaucoup moins d'argent. Peut-être un lien entre les deux, décidément. But also, these books like Dum Dum and the Mechanic and the one before,
Alors oui, effectivement, il y a un lien entre être plus libre et qu'il y ait moins d'argent dans la profession. Alors mon livre précédent, et Doom Doom aussi, c'était 2 livres sur l'architecture. Et au début, je m'étais dit, je vais faire un livre sur l'histoire de l'architecture. Parce que j'aime pas du tout ce qu'on m'a enseigné comme histoire de l'architecture. Je trouve que c'est un mensonge. Was a lie. Sorry if there are any historians, but architecture historians. But however, I didn't take my information from the books, but I love to look through the old architectural magazines, like from 1920s, 1930s, then 1950s, and so Alors, on. je suis désolé s'il y a parmi l'audience des historiens en architecture. Alors moi, je voulais pas étudier ça dans les livres, mais je prenais plutôt les vrais magazines de l'époque, les magazines des années 20, des années 30, des années 50, partout dans le monde, ou alors si je trouve online, des magazines online de l'époque, comme l'Architecte ou Architecture d'aujourd'hui pour les magazines français, ou Baumeister pour les magazines allemands, ou en Suisse, Fernand und Wohnen. In the architectural school. And this writing, these books about architecture were the base for the comic books, because I wanted to react somehow to this. And for example, Soleil Mécanique is about, and you told the story of Le Corbusier and Alien Gray. I'm trying to create a story because, for example, it's easy for us to judge these people. Effectivement, ces magazines, ils m'ont servi de base dans mes BD. Pour Soleil Mécanique, par exemple, je me disais, oui, c'est facile de prendre les gens de l'époque, des années 30 par exemple, et les juger maintenant. Alors, je me suis dit que j'allais plutôt fictionnaliser un des architectes et m'imaginer, oui, mais si c'était moi, à l'époque, sur place, qui était dans cette situation. Et donc, comme personnage, j'aboutis pas à un super-héros, en fait, mais j'aboutis plutôt à quelqu'un qui est plutôt comme moi, donc plutôt faible. Alors, je ne sais pas si c'est lié à votre profession initiale d'architecte, mais il y a un lien avec la page, celle qu'on voit là, par exemple, mais ces lignes qui sont presque en mouvement. À un moment donné, des cases se transforment en fenêtres, on change d'échelle, tout ça. Progressivement, il y a un vrai mouvement, en fait, un vrai élan graphique de ce fait-là, par cette maîtrise-là, y compris aussi dans les jeux de lecture, les bandes. Et il y a une question qu'on peut se poser, c'est celle de l'outil. J'ai vu que vous travaillez avec un logiciel d'architecte qui s'appelle AutoCAD, c'est ça? Est-ce que vous en parler? Vous avez commencé à dessiner un peu dans les marges de vos plans d'architecte avec cet outil-là? Yes, I started with the tool. I had an open project in one window, and in the other window I had the comic book open, and I experimented. Oui, j'étais sur AutoCAD. J'avais plusieurs fenêtres ouvertes. Une fenêtre avec mon vrai projet d'architecte, mon boulot. Une autre fenêtre à côté où je faisais ma BD. C'était de l'expérimentation et je trouvais ça fun, c'était marrant. Et puis finalement, j'ai eu ces livres publiés en France, puis des critiques. Et puis j'ai réagi en me disant, mais oui, c'est vrai, je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Think about it. But really, the tool, the AutoCAD, allows me to have, when you make a project, to have many plans and sections open in one drawing, and you just zoom in. Yeah, and you zoom out, you zoom in, you zoom out, and the same I can do with my comic book, so I can have the whole... Alors oui, c'est vrai, dans AutoCAD, il y a un truc qui m'a beaucoup facilité la vie, c'est qu'on peut avoir différents plans, différentes sections pour un seul dessin. On peut zoomer, on peut dézoomer, et j'utilise effectivement ces propriétés pour faire ma BD. Et j'ai, par exemple, mes 270 pages en un seul fichier. Je peux couper ce qui m'intéresse, aller très vite d'un endroit à l'autre, avoir tout sous les yeux. Et ça tombe bien parce que je suis impatient. Alors, autant à Agnès, vos dessins sont superbes, mais moi, je serais incapable de les faire. Et en plus, je suis impatient. Alors, j'utilise AutoCAD qui me donne ce contrôle, cette capacité de changement super rapide. C'est très différent de la façon traditionnelle de faire de la BD. Comics. And the last thing, I think that's when we design here, my friends architects, also maybe you can confirm, but when we make an initial design or a concept, we
often say that we don't design walls. Alors, c'est vrai que vous pouvez en parler avec d'autres architectes. Quand on fait le design, la conception, notre concept numéro 1, ce n'est pas de fabriquer des murs, de montrer des murs, de concevoir des murs, mais de concevoir l'espace entre les murs, le vide. On appelle ça la conception du vide. Et effectivement, il y a cet espace qui est très important dans mes BD aussi. Et c'est ça qui donne aussi une impression de mouvement, parce qu'il y a beaucoup de vide. Agnès Eustache, justement, sur cette question de la circulation entre les murs, c'est une des définitions aussi de l'architecture d'intérieur. C'est que ce qui se passe entre les murs est très important. C'est presque ça la matière essentielle. Est-ce que vous, votre formation et vos activités dans l'architecture d'intérieur, vous avez l'impression que ça vous aide à construire une page ou à construire une image ou à construire même un récit? Alors moi, je pense que ça, pour moi, ça ne se passe pas au niveau graphique, en fait. C'est plus le rapport intime que l'on peut avoir avec l'espace et ce que ça implique à l'intérieur de nous et dans nos rapports à l'autre. Mais effectivement, ce que j'ai pu faire en archi, le lien, il n'est pas graphique. Il est vraiment plus de l'ordre de la psychologie ou de l'histoire que l'on peut avoir avec tout ça. Mais Sur la partie graphique, alors là, on est dans un autre style. Et il y a quelque chose qu'il faut absolument dire, c'est qu'on est à Roquebrune-Martin, on est sur la Côte d'Azur. Votre livre est un hommage à la lumière, un hommage aux espaces de la Côte d'Azur, à la végétation de la Côte d'Azur. Alors là, comment vous êtes plongé là-dedans? Quelle intimité vous avez avec cette Côte d'Azur? Et quels sont les outils, ces couleurs? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, moi, je connais pas mal cet endroit-là, cette région qui est très connotée tourisme de masse, surdensité, pollution, pas respectueuse de l'environnement. En plus, là, il y a Monaco à côté. Enfin, vraiment. Et j'ai la chance de pouvoir séjourner là-bas puisque j'y ai de la famille. Et du coup, ça me permet d'appréhender les choses d'une manière complètement différente et de m'extraire de tout ça, même si c'est des endroits qui sont très simples. Mais effectivement, il y a une lumière qui est incroyable. Il y a une végétation qui est débordante. Il y a un rapport à la nature pour ces gens-là qui y habitent qui est très fort parce que la proximité de la mer, les éléments sont... on a une vision très, je crois, très édulcorée de ces lieux-là, alors qu'ils peuvent être aussi très sauvages et... On a une vision qui correspond à une bande, en fait, c'est ça, sur le littoral de quelques kilomètres. Et puis, il y a toute cette période des années 20, et un peu plus tard avec les mouvements modernes, où tous les artistes descendaient là-bas pour la lumière. Enfin, pour moi, ce qui était compliqué, c'était de ne pas tomber dans des clichés de ce que la Côte d'Azur peut véhiculer. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous n'avez pas voulu représenter? Il y a beaucoup d'images. On connaît beaucoup d'images depuis Matisse sur ces endroits-là. Et du coup, c'est tellement chargé et déjà tellement reproduit que c'est compliqué, effectivement, de pouvoir y trouver son univers à soi, quoi. Mais des échos avec Matisse, si on les voit, c'est Enfin, je ne voulais pas tomber dans ces pièges-là. Oui. Voilà. Mais c'est pas... J'adore Matisse. Pas de souci, mais je voulais pas que ce soit qu'une carte postale, en fait, ce livre-là. Est-ce que vous avez été sur la matière directement? Est-ce que, au sens où vous allez sur place, vous avez peint avec le paysage devant vous? Comment ça se... Non. J'ai alors vraiment toute ma période de création a traversé le confinement. Donc, j'étais plutôt chez moi et avec mes souvenirs et mes impressions que j'ai stockées au fil des années. Et c'est de la gouache? C'est quoi pour rentrer dans la détail? C'est un hybride de gouache et d'acrylique qui me permet effectivement d'avoir des tons qui sont plutôt saturés. J'ai travaillé la couleur un petit peu comme des collages d'aplats de couleurs. Comme Matisse? C'est pas faux. Non, bon, il y a pire comme référence, surtout quand il s'agit de parler de cette région-là. Non, mais en tout cas, moi, j'aime bien mettre mes dessins au service d'une histoire. Et Matisse n'avait pas grand-chose à faire dans cette histoire-là, donc c'est en ce sens-là. Après... Comment on capte la lumière, alors, cette fameuse lumière? Est-ce qu'il y a des recherches sur les bonnes couleurs, sur la bonne couleur du ciel, ou c'est un équilibre sur le moment qu'on trouve quand on a l'image en face de soi? Moi, je travaille plutôt de manière plutôt intuitive, et puis effectivement, la couleur, c'est mon truc, donc j'assemble les choses, mais je crois que si on commence à trop analyser... j'ai mon expérience qui me permet d'y aller, mais sans trop réfléchir.
et analyser les choses de manière trop concrète. Sur l'intérieur de la maison, sur des questions peut-être de design, de décoration, on a l'impression d'une précision, en tout cas d'un effet de réalité et d'une grande cohérence entre la villa elle-même et ce qu'il y a à l'intérieur. Comment vous êtes nourri, de quoi vous êtes nourri, comment vous êtes renseigné, est-ce que c'est purement documentaire? Oui, il y a de la documentation essentiellement, oui, pour pouvoir montrer des choses très concrètes, on est obligé de passer par là. Il y a l'histoire d'un miroir en particulier qui a été imaginé par Hélène Gray. C'était très compliqué, effectivement, parce que ce que j'avais, alors je l'avais effectivement pas vu en vrai, et c'était un jeu de miroir, c'est le miroir satellite, je pense, auquel vous faites référence d'Hélène Gray. C'est un miroir qu'elle a dessiné pour Jean Badovici, pour qu'il puisse se raser et se voir de face et en même temps de dos. Et effectivement, c'était compliqué parce que quand on le voit en photo, il y a plein de reflets de devant, derrière. Et j'ai eu l'aide précieuse de Magda Rebutato, qui est la personne dont je parlais tout à l'heure, qui est une dame qui connaît tout ça sur le bout des doigts. Et elle m'a envoyé des photos, on en a parlé. C'est un miroir qui a été volé, enfin, c'est ce qu'il est raconté dans le livre. En fait, tout a été un peu démonté et volé. Et puis, à une période, la villa a appartenu à un psychiatre zérichois qui a vendu pas mal de choses en vente aux enchères à Monaco pour pouvoir payer ses dettes de jeu. Et finalement, c'était bien parce que ça a permis de répertorier en fait du mobilier, parce qu'en fait, Hélène Gray, peu de temps, n'a pas archivé son travail et au contraire, elle en a même pas mal détruit. Et dans les ventes aux enchères, ça a permis de constituer un catalogue et de retrouver en fait du mobilier qui n'était pas forcément attribué. Merci les voleurs, c'est ça? Ouais. Et ça permet effectivement aussi d'avoir de la documentation pour se plonger en tant qu'autrice, créatrice dans un univers comme celui-ci, dans un bâtiment comme celui-ci. Je me pose toujours la question, quand un tel univers, une telle villa est au centre de vos préoccupations en tant qu'autrice et créatrice pendant plusieurs mois, avec en plus les obstacles et les reports de résidence, etc., une sorte d'obsession peut-être qui peut s'installer à un moment donné. Est-ce que vous en rêvez? Est-ce que vous en avez rêvé de cette villa? Est-ce que vous êtes rentré dedans par l'esprit et par le rêve avant de pouvoir le faire? Oui, sinon je n'aurais pas pu, mais ça c'est un petit peu vrai pour tous les sujets. Quand on s'immerge en fait, on s'immerge dans un projet et puis on s'immerge dans nos personnages. Enfin, je pense qu'effectivement, la proximité que l'on peut avoir avec ce que l'on est en train de fabriquer est hyper importante. Et si on n'est pas en empathie avec tout ça, je pense qu'on passe à côté de notre vérité, en fait. Est-ce que la relation avec cette villa E10-27, depuis que le livre est sorti, elle a changé pour vous? Alors, ce mois passé là-bas était juste incroyable, hein. Il m'a beaucoup marqué et effectivement, j'avais l'impression d'être entourée de fantômes. Ceux avec qui je venais de vivre pendant 2 ans et demi par procuration et puis tout simplement ceux qui avaient réellement vécu là-bas, Le Corbusier, Yvonne, sa femme, Hélène Gray, Jean Badovici. Enfin, j'avais l'impression de les voir apparaître. En plus, c'est un lieu qui est très reculé sur la Côte d'Azur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est accessible que par le sentier douanier. Et il y a des visites la journée. Et puis, à 4h, 5h, tout le monde s'en va. Les gens prennent le train pour aller à Nice ou en Italie, puisque c'est à côté. Et puis, je me retrouvais là, toute seule, et c'était incroyable. Toute seule avec tous ceux dont vous parliez. Toute seule avec tout ce monde-là. Et, oui, c'était très marquant. Ouais. Et je pense, par contre, que c'était très bien que je n'ai pas fait cette résidence avant de faire mon livre, parce que ça m'a permis vraiment de la fantasmer et d'en faire quelque chose qui m'appartient. Je pense que si j'avais été confrontée à la réalité au départ de mon livre et si j'avais fait cette résidence au début, certes, j'aurais une documentation à l'échelle 1, mais peut-être que ça aurait été écrasant. Peut-être que là, il valait mieux que ce soit imaginé et fantasmé un petit peu. Vous avez peut-être été protégé par certains anges qui connaissaient bien cette ville-là. Oui. Pour reparler de Doom Doom, Łukasz Wojciechowski, et pour parler de documentation, puisqu'on en parlait un instant avec Agnès Eustache, là, je rappelle le personnage principal qui est muet, quasiment muet, hein, qui est Stan, ce Polonais déplacé dans ce Berlin du début des années 30,
une sorte de ville qui revendique une santé, une renaissance à tout crin, et avec la critique dont vous parliez tout à l'heure, lui décalé et marqué et traumatisé par la Première Guerre mondiale. Pour ce personnage, vous êtes inspiré de votre arrière-grand-père. Est-ce que c'était une idée que vous aviez depuis longtemps de parler de cet arrière-grand-père, ou est-ce que vous vous êtes rappelé que voilà, il y avait ce personnage qui allait pouvoir vous permettre de faire ce livre? Yeah, it was complicated for me because first of all, I have no education in telling stories or writing. So, Eh bien oui, c'était un peu compliqué pour moi parce que j'ai jamais été formé à savoir comment on écrit, comment on raconte une histoire. Alors d'abord, je m'étais dit, je vais faire un livre. Impulsion, ça a été fait un livre sur Hans Belzig, un architecte allemand. Si ça vous intéresse, vous pouvez chercher sur Internet, Hans Belzig. Wonderful. But in time, when I was going deeper into the ghosts of German expressionism and the movies. Alors justement, j'étais en train de descendre dans les histoires de fantômes de l'expressionnisme allemand, que ce soit Goland ou le cabinet du docteur Galigari, et je me disais, il faut que j'arrive à personnaliser mon récit. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert 2 photos. Une photo de mon arrière-grand-père en uniforme de l'armée polonaise, et puis aussi une autre image de son frère, la tombe de son frère, qui lui avait une tombe de l'armée prussienne. Of his brother who died in Prussian army. So it's a similar situation that maybe French had in Strasbourg, a little bit. So my character that I created. Donc en fait, c'est plutôt une fiction alternative de mon arrière-grand-oncle qui lui est mort durant la Première Guerre mondiale. C'est un peu analogue à ce qui se passe avec la France et Strasbourg. First World War. Yeah, and this was the more interesting for me because nobody in the family. Alors c'était plus facile pour moi, plus intéressant, parce que dans ma famille, absolument personne ne se souvient de ce type. Donc j'étais totalement libre de créer. A story. Et ces histoires historico-géographiques, ces croisements de frontières, on la comprend, on la lit dès la première page, la première case, je crois, en tout cas les premiers mots, puisque vous faites un clin d'œil à Alfred Jarry, à Uburoi, parce que vous dites ça se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Yes, because before the First World War, Poland was like torn apart by Russia. Et oui, c'est effectivement avant la Première Guerre mondiale, la Pologne a été un peu, ça a été séparé entre la Russie, déchirée entre la Russie, la Prusse, l'Empire austro-hongrois. Effectivement, on connaît cette citation d'Alfred Jarry, de Uburoi, qui dit ça se passe en Pologne, c'est-à-dire n'importe où. Et nous, maintenant, en Pologne, des fois, on est bien d'accord avec ça, que c'est vraiment n'importe où. We are still nowhere. Il y a votre ironie aussi, Łukasz Olszewski, c'est de nous raconter l'histoire de ce héros et de ses trajectoires de vie en zigzag subies, zigzag d'une vie, donc celle de Stan, le héros, face à cette ville de Berlin un peu trop sûre d'elle et extrêmement rectiligne. Et donc au milieu de ces images absolument rectilignes, vous dites quelque part la vie humaine n'est pas une ligne droite. Donc on est là dans le paradoxe profond qui fait votre livre, qui fait Doom Doom. Yes, but we always look for simplifying, and the character is also partially technician or an engineer, just like me. Alors oui, c'est vrai, on cherche en fait à simplifier. Stan, c'est un ingénieur, c'est un technicien, donc il est d'ailleurs comme moi, parce que quand on est architecte, on est à le titre d'ingénieur-architecte. Et on a ces 2 trucs en nous. D'abord, par notre métier, on est censé tracer des lignes bien droites, mais comme Stan, en fait, on dit que nous, les architectes, on est dessiné à la main. Inside, yeah, so... On arrive dans les dernières minutes de cet entretien. Je vais vous proposer, si vous avez des questions à poser à Agnès Eustache ou à Łukasz Olszewski, de les poser. Ils sont en face de vous et ils sont là pour ça. Et je vous conseille, d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais il y a 2 expositions. Enfin, il y a l'exposition d'Agnès Eustache autour de E1027 et l'exposition autour de Doom Doom de Łukasz Olszewski à l'étage. Il y a des originaux, il y a d'autres interviews, il y a de quoi compléter ce qu'on s'est dit en ce début d'après-midi. Moi, j'ai une question. Łukasz, est-ce que tu veux expliquer ce que veut dire Doom Doom? Yes.
Doom Doom is... C'est le bruit du S-Bahn d'abord. La première fois qu'on voit Doom Doom dans le livre, c'est le S-Bahn qui fait ce bruit-là. C'est le train qui traverse Berlin. Yes, but it's originally Doom Doom is a bullet that is forbidden by the Geneva Convents, because it's very harmful because it enters your body and it has cut top. So Alors, les balles Dum-Dum, c'est des balles spéciales qui sont fendues sur la pointe et elles sont interdites par la Convention de Genève parce que cette modification, ça fait qu'elles entrent en faisant un tout petit trou, comme toutes les balles, mais elles explosent et se fragmentent à l'intérieur du corps et elles sortent en faisant un énorme trou. Donc, ça détruit tout à l'intérieur. Elles ne sont plus autorisées par la Convention de Genève, mais il y a certains pays qui l'utilisent, entre autres l'armée d'Israël. Et j'ai vu des photos online et j'ai choisi aussi de l'appeler Doom Doom parce que mon arrière-grand-père a été blessé à la main dans les tranchées par une balle Doom Doom. When he was in trenches. Yeah, and also just one thing, and I used the name of bullet also as a sound of train, as you said. Et aussi, je voulais dire que Doom Doom, pour moi, c'est un son. Effectivement, c'est le son du train, de S-Bahn, mais c'est aussi le son d'autres choses, comme les marches, les défilés des nazis. Different things. Mais juste, je parlais de ça parce que je trouve que le titre et cette signification, c'est un peu le fil conducteur de toute ta bande dessinée. C'est-à-dire que c'est une trajectoire comme ça. La balle, elle fait une trajectoire et paf, et c'est un peu ça, Doom Doom. Very much interested in comic books. I always wanted to make them, but I'm not that talented as you, for example. So I just used the boxes because they were simple for me to do. Alors oui, je suis très intéressé par la BD, mais malheureusement, je n'ai pas assez de talent, au contraire de ma voisine. Donc, j'utilise AutoCAD. Et j'utilise les cases, parce que c'est très facile d'utiliser les cases sous AutoCAD, les boîtes, et c'est parti quand on est flemmard. Et en plus, ça a un autre avantage, ça remet à égalité le texte et l'image, parce que les deux sont dans une boîte. But I know if it's okay. Je reprends la suite de la question, c'est est-ce que vous avez un intérêt dans l'écriture sous contrainte, qui essaie de l'oulipo, ou voire de littérature potentielle? C'était un groupe français au départ qui s'est un peu internationalisé. Est-ce que ça résonne chez vous? About the limits, I put limits to myself. I mean, but it's not that thing. I get what you mean. But for example, I always ask myself why my story should be drawn in AutoCAD. Yeah. Oui, je m'inflige des contraintes et notamment je me demande souvent mais pourquoi je fais ça sous AutoCAD? J'ai écrit par exemple une histoire d'amour, mais ça sonne super faux sur AutoCAD, ça fait aucun sens. It doesn't make sense. Yeah? Actually, I have I have a little idea, but I'm not sure if it will work because I can't predict the story works or not. Yeah, I will see when I finish it, but generally it's It's about living in prefabs because I was raised in prefabs, prefabricated blocks, and I always wanted to make a comic book because I say about myself I'm a prefabricated child. Yeah, it's like many of us were the same in the blocks, going to the same school. But in '89. Et en vrai, j'ai une petite idée, mais je ne suis pas sûr que ça va marcher. Donc, on verra quand j'aurai fini de l'exécuter. C'est sur la vie dans les maisons préfabriquées, parce que c'est là où j'ai passé mon enfance, dans le préfabriqué. Et on dit, nous, qu'on est des enfants du préfabriqué, qu'on va dans nos écoles préfabriquées avec mes collègues de l'époque. Alors, en 89, quand la Pologne a été libérée, le câble est apparu, la télé par câble. On a eu le vrai MTV avec la musique, tout ça. Et ça me donne envie de dessiner, c'est préfabriqué, les dessiner sous AutoCAD et injecter dedans des explosions de couleurs. I love to share it. Agnès? Alors moi, j'ai toujours du mal à raconter mes projets tant qu'ils ne sont pas... Voilà, et puis en plus, il faut que je fasse des choix. J'ai plein de trucs et ma difficulté, c'est de me poser sur
un projet, de décider de m'embarquer pour 2 ans sur un projet, c'est impliquant. Donc, je suis plus en phase de réflexion, de savoir, voilà. Mais j'ai déjà des choses. Mais en tout cas, il y a des projets qui sont envoyés chez des éditeurs. Et ça va encore parler de notre rapport au matériel, enfin à la matérialité des choses et comment on fait avec tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été là et merci à vous d'être venu.